Salut à tous et à toutes. Vidéo que j'avais prévu de faire depuis un bout de temps en soi, mais que je fais seulement maintenant parce que j'avais oublié de la faire tout simplement. En gros, il va s'agir de revenir ici sur les épisodes marquants, sur les éléments importants de l'intrigue du scénario du domaine Eranan. Une autre vidéo sera consacrée à la sphère Altiari que je vous invite à visionner si jamais vous suivez la série. Il va s'agir ici de revenir sur les éléments du scénario vraiment importants, vraiment capitaux, et d'en faire une analyse, les expliquer certaines notions de background qui sont derrière, que vous n'avez pas spécialement en tant que spectateur, mais que les joueurs ont par ailleurs parce que je leur ai donné tout simplement. On va reprendre l'histoire dans un ordre chronologique en la simplifiant énormément. Donc, si vous ne voulez pas vous spoil, je vous conseille d'abord de regarder la série, donc les épisodes 1 à 11 du domaine Eranan. Les épisodes au-delà ne sont pas spoil. Rassurez-vous, de toute façon ils ne sont pas encore sortis à l'heure où cette vidéo sort. La saga du domaine Eranan s'ouvre sur un conseil où il y a tout simplement 9 généraux ainsi qu'une commandeur qui discutent d'une situation, à savoir de la guerre civile qui oppose sphère et domaine. Le but de cette scène est clairement de vous exposer l'intrigue, de vous expliquer qu'il y a deux factions qui sont en conflit et que donc le domaine Eranan en est une des deux et que le groupe dans lequel il y a ce conseil, le peuple des Drein, n'a pas spécialement encore tranché sa position et que donc forcément les décisions des joueurs et la façon dont ils vont interagir avec l'environnement va fortement influer sur s'ils vont entrer en guerre ou non, ou s'ils vont rester dans un état de neutralité poussé. Et donc, différentes missions leur sont plus ou moins proposées, et ils ont choisi d'aller chercher un artefact nommé la sphère Seras. La sphère Seras, c'est un globe d'environ 20 à 30 cm de diamètre, qui est littéralement un bloc d'énergie auto-régénéré à l'état pur. Imaginez en gros que vous disposez d'une sphère de 20 à 30 cm qui est capable de générer sa propre énergie, mais qui a une énergie équivalente à celle de plusieurs centrales nucléaires. C'est une énergie immense, c'est une énergie magique en plus de ça, qui est compactée en un tout petit objet que vous pouvez transporter de manière assez aisée. Cet objet avant était dans la salle même du conseil où s'ouvre la première séance, et une mission clairement proposée était donc d'aller chercher cet orbe dont on avait peu d'informations sur la localisation exacte, mais dont on se doutait de l'endroit où il se trouvait. C'est en gros dans une des cités éthéréennes qui se trouve à environ 300 yels de la capitale Drein. 300 yels, c'est-à-dire 900 à 1000 km. Voilà, c'est donc un long périple à travers les marécages qui attend nos héros. Avant de partir, il se passe deux choses d'envergure. Premièrement, Muran est allé discuter avec un des conseillers pour comploter plus ou moins à l'encontre de la commandeur. Plus ou moins car ce n'est pas quelque chose d'ouvert et ce n'est pas quelque chose qui est demandé. Mais tout de même un peu dans le sens que ce conseiller-là ne va pas du tout dans le sens de la commandeur et serait même plutôt pour la faire destituer. De plus, d'un autre côté, nous avons Eris qui lui va engager quasiment, grâce à ses relations, deux mercenaires afin qu'ils assurent la protection de la commandeur pendant le temps où ils ne sont pas dans la ville. Il y a peu d'informations qui sont données sur eux à ce moment-là car la scène est très rapide, mais il faut savoir que il s'agit d'Azok et d'Annette qui sont tous les deux des Drein et qui ont été souvent associés à Eris pour diverses missions et qu'il a donc toute confiance en eux. Nos compagnons sortent de la cité et après à peine quelques dizaines de yels, ils tombent face à face à une immense créature, voire même plusieurs. Et cela les perturbe réellement. Des créatures aussi dangereuses, aussi proches de la cité, en des périodes aussi troublées. Certains n'y verraient qu'une coïncidence, certes, d'autres iraient jusqu'à penser à un complot. La vérité est tout autre, c'est tout simplement que ces créatures se multiplient au cours des derniers temps à travers tout le continent. Elles apparaissent à travers des failles et
personne n'est là pour les stopper. Donc, elles se répandent à travers le territoire en quête de nouvelles aires pour elles, pour chasser les créatures. Elles ne se nourrissent pas en tant que telles, mais aiment la destruction et la font donc subir à tout ce qu'elles rencontrent. Eris meurt quasiment pendant un affrontement contre l'une de ces créatures, tandis que ses compagnons arrivent à s'échapper de justesse, profitant du fait qu'ils restent allongés à côté d'un geyser. Et là, tel un Deus Ex Machina, une réincarnation revient. Non, absolument pas. En vrai, c'était quelque chose de prévu. Il faut savoir que pendant cette période-là, la mort, enfin l'entité qui représente la mort, le plus la mort dans ce monde, c'est l'essence de la mort. C'est quelque chose qui, en gros, les essences, pour faire court, il y en a 6. Elles représentent chacun un aspect fondamental de l'humanité et des autres peuples, sans y être elle-même assujettie. Par exemple, la mort n'est pas sujette à la mort, mais ne la donne pas non plus, mais est tout simplement la personnification de la mort. Mais ce n'est pas dans le sens, par exemple, à la Terry Pratchett, où la mort vient et fauche les âmes. Là, non. C'est vraiment un rôle d'accompagnateur, d'aide, pour certaines personnes seulement. Celles qui refusent, qui ne comprennent pas tout simplement leur mort. Or, cette essence de la mort, Oyval, est extrêmement épuisée, fatiguée lorsqu'elle apparaît à Eris mourant. Et donc, elle offre littéralement à Eris une porte de sortie en fonction, en gros, pour l'aider à rétablir le cours normal de la mort. Elle lui propose tout simplement, enfin elle l'oblige à revenir dans son corps et ainsi à pouvoir changer le destin de cet état de fait. Pourquoi cette scène? Tout simplement pour faire comprendre ce qu'il se passe actuellement au niveau de la mort. Lorsque quelqu'un meurt et qu'il ne comprend pas sa mort, il se trouve dans un espèce d'entre-deux. Il n'est pas dans un endroit totalement coupé du monde, et donc il est soumis à une espèce de souffrance éternelle, à attendre, de bien vouloir accepter sa mort, ce qui se fait souvent jamais, car les personnes comme ça tombent dans la folie, et les cas d'esprit se multiplient à travers le continent, et donc Eris va avoir pour tâche de réparer cela, s'il y arrive. S'il n'y arrive pas, ma foi, ce sera guère qu'une chose de plus qui n'aura pas été résolue. Pendant ce temps-là, les deux compagnons restants poursuivent leur périple. Ils traversent tout le restant des marécages sans trop d'encombre et parviennent aux conflans. Les conflans sont de hautes montagnes pointues qui délimitent d'un côté le monde connu plus ou moins, et d'un autre côté une simple bande de terre qui longe les côtes de quelques centaines de yels de large à peine, qui contient des territoires beaucoup plus anciens, beaucoup plus méconnus, beaucoup plus abandonnés à la nature. C'est ainsi le cas des cités éthéréennes qui, depuis de nombreux millénaires, sont vides de toute vie. Et là, il rencontre une personne. Il rencontre Shalana. Shalana est une Eridar, c'est-à-dire une créature avec des caractéristiques semblables à un chat ou un lynx, mais humanoïde. Une petite parenthèse, Shalana est un des premiers PNJ que je fais incarner par un joueur en tant que tel, que j'ai fait venir pendant quelques séances seulement pour qu'il interprète ce personnage. L'expérience s'est bien passée et ce sera quelque chose qui sera reconduit, et d'ailleurs qui avait déjà été conduit dans la sphère altérée. Shalana finalement est intervenue pour les aider à entrer dans une de ces cités éthéréennes, une cité qui contenait visiblement l'orbe, mais qui ne contenait pas que cela. Elle contenait aussi Oblitera. Oblitera est une des 3 créatures de l'éther, c'est-à-dire une des 3 entités selon laquelle la matière s'est organisée lorsqu'elle s'est synthétisée. Il y a en gros 3 créatures de l'éther, celle de l'eau, celle de l'air et celle des profondeurs de la terre. Oblitera est celle des profondeurs de la terre et a une forme pseudo-tentaculaire, un peu pour ceux qui connaîtraient, semblable à Hermaeus Mora, mais sans les yeux et en beaucoup moins amical. Déjà que le prince des draps Hermaeus Mora n'est pas très amical de base.
Mais là, c'est bien pire. Et à peine récupère-t-il l'orbe qu'il s'éveille et tente de reprendre l'orbe. Durant cette épreuve, pour s'enfuir, Muran n'y parvient pas et finit attrapé. Les deux compagnons restants, Eris, qui avait rattrapé le groupe en cours de route, Sifraena et Shalana, s'enfuient à travers la campagne, des larmes aux yeux, et se font poursuivre encore une fois par un Charon, avant d'arriver dans une autre cité éthéréenne qu'ils fouillent un peu plus, et surtout dans laquelle ils restent une nuit avant que Shalana ne les quitte, en ayant pris soin de boire leur sang, car c'est là une caractéristique des Eridar. Boire le sang de personnes ou d'animaux. Ce qu'il faut savoir au sujet des Eridar, tout simplement, c'est que ce sont des créatures qui vivent normalement en tribu et qui se nourrissent de sang de petits animaux qu'ils attrapent dans les plaines. Ces animaux meurent, bien évidemment, parce qu'ils sont vidés de leur sang, mais ils ne s'attaquent normalement pas aux humanoïdes. Sauf dans le cas de certains qui sont déviants et qui sont rejetés souvent par leur propre tribu, livrés à eux-mêmes et qui profitent des voyageurs qu'ils rencontrent au fil de leur pérégrination. Ça a été le cas malheureusement pour Sifraena et pour Eris, qui se sont trouvés vidés d'une partie de leur sang au petit matin, avec un mot tout de même de Shalana, leur expliquant les raisons et ce qu'elle allait faire ensuite. Car pour les aider en retour avec Oblitera, elle avait demandé qu'on récupère une clé, la clé du caveau d'Orthoïm, qui est un caveau situé au nord de Ketera, dont elle avait désespérément besoin de la clé. Et qu'elle a récupéré d'ailleurs dans le tombeau d'un phénix, aussi nommé les Nebia, les derniers repos des anciens phénix, qui sont actuellement réduits à l'état de poussière. Voici donc globalement tout pour ce résumé de la première partie des aventures du domaine Eranan. Donc je pense qu'il était intéressant de faire tout de même un point sur les événements passés du JDR, de faire un point de soit milieu, soit quart de saison, je ne sais pas encore. La suite de l'intrigue nécessite vraiment que vous connaissiez ces éléments-là. Ces éléments vont revenir régulièrement. Je vais faire la même chose pour la sphère Altieri, et je vous dis salut dans l'intervalle, et à une prochaine vidéo.